Et c'est là il y a un fossé. Après le discours, il faut passer à des actes concrets. Mais je pense qu'on ne peut pas... Mais en 2 ans, est-ce que vous avez senti que le président a cherché vraiment à faire bouger les choses au niveau de l'administration? Mais le simple fait de reconnaître aujourd'hui... C'est un diagnostic. C'est un diagnostic. À mon avis, c'est déjà... diagnostiquer le mal, c'est déjà un pas pour trouver une solution. Il appartiendra à ce président de la République, à son gouvernement, et je salue au passage mon grand frère Serigne Mbaye Thiam, que je félicite pour les efforts qu'il fait, à son gouvernement représenté ici par le ministre Serigne Mbaye Thiam, mais chacun dans son domaine d'activité. Et je suis heureux d'être avec un ministre de l'Éducation nationale, un secteur qui polarise une bonne partie de l'administration sénégalaise. Absolument. Et ces goulots d'étranglement, ces difficultés sont notées aussi bien au niveau du système éducatif, dans le système de la santé, mais également dans l'administration publique. Où aujourd'hui, un papier que tu peux avoir en une demi-journée, tu peux rester une semaine à courir et il n'y a rien qui l'explique parce que les gens ne font pas en réalité ce qu'ils doivent faire. Et je suis parti d'une conclusion que si chaque Sénégalais ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire, le président de la République ne saurait pas s'adresser aux Sénégalais aujourd'hui. Chacun doit faire une introspection, se dire que moi, dans ma parcelle de responsabilité, dans la parcelle de pouvoir que j'occupe, je dois être un modèle. Je n'ai pas besoin de remontrance, je n'ai pas besoin que mon supérieur hiérarchique me dise voilà ce que tu dois faire, parce que quand tu as un poste, tu dois savoir ce que tu dois faire. Et si chacun faisait ce qu'il devait faire, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, entre le discours et l'acte, il y a un fossé. C'est un grand fossé et c'est là où nous interpellons le gouvernement et le président de la République pour poser des actes forts. Je ne souhaite pas qu'au 3 avril 2015, qu'on revienne nous parler Donc, dès l'instant qu'on est conscient de l'enjeu, je pense qu'il devait apporter les solutions. Dr Abdourahmane Diouf, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'avènement du nouveau pouvoir, Macky Sall, il y a des actes forts qui ont été posés en direction de l'administration pour moderniser l'administration et permettre aussi de l'administration de donner satisfaction à la population sénégalaise? Alors, c'est là où il y a effectivement le problème. Les diagnostics des lourdeurs et des goulots d'étranglement dans le fonctionnement de l'administration sénégalaise date de très très longtemps en fait. Tout le monde le sait, même les Français qui ont créé ce système de fonction publique avec le pouvoir hiérarchique, etc. et tout, ils en ont extirpé les mauvais côtés pour garder le mieux. À l'époque, le président Abdou Diouf, à qui je rends hommage, l'avait compris avec le bureau organisation et méthode. C'était un bureau d'organisation et méthode particulièrement pertinent dans le contexte de l'époque. Cette année, on nous a dit que le président de la République a compris, il a repris quelqu'un qui était à la base de ce projet, mais a-t-il toutes les compétences, a-t-il toute la lecture des infrastructures modernes qui permettent aujourd'hui en état de fonctionner? Moi, à chaque fois, je circule dans l'administration, je fais des choses, je suis en contact avec des gens qui travaillent dans l'administration. Je suis toujours très choqué quand je vois un document officiel de l'administration sénégalaise envoyé à travers l'adresse yahoo.fr, hotmail.fr. Alors que la plus petite ONG, la plus petite organisation de 3 ou 4 personnes a son nom de domaine en .org et envoie des documents sécurisés. Tout à fait. Même les ministres vous envoient des documents en yahoo.fr. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Yahoo, c'est l'adresse la plus piratée. Donc, le diagnostic devrait se faire depuis longtemps. Parce que le président Macky Sall a aussi fait l'administration en étant ministre, en étant directeur général. Attendre 2 ans pour faire le diagnostic, c'est un problème. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est particulièrement important la façon dont le processus de décision est encadré au Sénégal. Ce que je vous ai dit relève d'une frustration de la part d'énormément de gens compétents dans l'administration. Et je suis d'accord avec Mbaye Dione quand il dit que cette administration regorge des gens compétents. Personne ne peut en douter. Quand vous voyez les profils des gens qui sont dans les ministères, vous êtes ébahis. La plupart sont jeunes, compétents, dévoués pour leur pays. Mais c'est le processus de décision qui ne leur donne pas la possibilité d'exprimer leurs idées. Ça, je l'ai vécu personnellement dans les couloirs de l'administration. Pourquoi? Moi, j'ai été très bref directeur. D'ailleurs, je le rappelle, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon limogeage. On va fêter ça ensemble. Alors, en tant que très bref directeur d'une société nationale, j'ai été ébahi, moi, par rapport à mon parcours, de constater que quand le directeur général est présent, les autres n'ont pas le droit de prendre la parole. Tant que vous ne le leur donnez pas expressément. Et j'étais toujours ébahi de voir qu'il y a des choses qui passaient, qui n'étaient pas conformes à nos intérêts, à nos idées, à nos argumentations, mais personne ne le disait parce qu'il n'y avait pas l'aval du directeur, comme si c'est le directeur qui savait tout, comme si c'est le ministre qui savait tout.
À la fin de la réunion, les langues se délient. On se rend compte qu'on est passé à côté d'une décision pertinente parce que les autres n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Très bien. Donc, cette question de l'administration sénégalaise-là, elle est importante. Je vais terminer par une autre question. J'en ai parlé plus ou moins, c'est le programme. J'ai l'impression qu'ils commencent à comprendre que le diagnostic relève d'un style de management. C'est particulièrement important. Nous sommes dans un pays de déni. C'est pour ça que nos problèmes ne sont pas résolus depuis 54 ans. Parce que quand on pointe du doigt quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'administration ou dans le processus de décision gouvernementale, on considère que vous êtes dans la critique facile. Et ceux qui dirigent n'ont pas l'habitude d'entendre des critiques de la part de leur administration. Donc, considérez maintenant, parce que je vois de plus en plus le président le faire. Récemment, il est allé dire, je pense que c'était à Bruxelles ou je ne sais pas en Allemagne, dire... Si des gens viennent vous dire, je suis l'ami du président de la République, je suis l'ami du président, je peux vous trouver un rendez-vous pour vos investissements, dites, ne suivez pas. Mais vous ne pouvez pas savoir combien c'est pertinent ce qu'il a dit. Parce que c'est justement une pratique dans l'administration. Moi, j'ai vécu des cas où des gens ont tourné pendant 2 ans dans l'administration jusqu'à ce que juste un fonctionnaire crédible, honnête, leur dise ce que vous êtes en train de chercher depuis 2 ans n'est réellement pas possible suivant le dispositif juridique sénégalais. Et pendant 2 ans, on l'a tourné en bourrique. Personne ne lui a dit. Chacun a pris sa part du gâteau en trouvant des rendez-vous, en monnayant des documents, jusqu'à ce que 2 ans après, le gars se rend compte que tout cela n'était pas possible. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quels sont les actes forts depuis votre accession au pouvoir? Je veux dire que la coalition Benno Bokk Yakaar, les actes forts qui ont été posés véritablement pour booster l'administration et changer les mauvaises habitudes. Bon, je voudrais d'abord peut-être indiquer que nous ne devons pas avoir une compréhension biaisée du message du chef de l'État concernant l'administration. Je pense qu'il y a 2 aspects qui sont dans son message et c'est un aspect sur lequel il revient souvent et je pense que l'expérience que j'ai de la fonction ministérielle aussi me permet de confirmer cela. Ce qui fait la force de notre pays, ce qui fait que, quels que soient les soubresauts politiques, peut-être les turpitudes qu'il peut y avoir au sein de la classe politique, notre pays tient, cela relève du professionnalisme et de la compétence de notre administration. Nous avons une des administrations les plus compétentes et les plus professionnelles. Moi qui ai vu ce qui se passe dans d'autres pays. Maintenant, bien sûr, nous avons aussi hérité de ce pouvoir hiérarchique qui pèse dans l'administration. Les relations ne sont pas des relations horizontales, ce sont des relations verticales. Un dossier qui quitte un agent doit passer par son chef de bureau, après son chef de division, après son directeur l'envoie au directeur, à l'autre directeur, qui l'envoie à l'autre chef de division, qui l'envoie à l'autre chef de bureau, qui l'envoie à l'autre agent. C'est pourquoi je parle de relations verticales. On ne favorise pas les relations horizontales qui permettent de gagner en efficacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en principe, une autorité politique, qui peut être un ministre ou bien une autre autorité politique, ne doit prendre une décision qu'après avoir entendu le conseil de son administration. Il n'est pas obligé de suivre le point de vue technique de l'administration. Mais en principe, on doit entendre le point de vue de l'administration sur la nature du problème, sur les difficultés que ça soulève et les différentes solutions avant de prendre une décision. Ce n'est pas toujours le cas. L'administration n'est pas toujours utilisée de façon efficiente. Et quelquefois, on prend des engagements, on prend des décisions politiques sans pour autant s'en référer à l'administration. Et puis après, la mise en œuvre de ces décisions-là pose nécessairement des problèmes. Parce que, je dis tout à l'heure, il ne s'agit pas de suivre toujours l'administration dans son point de vue technique, parce que la décision politique, elle n'est pas exclusivement technique. Elle est aussi une décision d'opportunité. Maintenant, les actions qui ont été posées, c'est d'abord d'utiliser l'infrastructure qui existe. J'ai entendu le chef de l'État pratiquement, je ne sais pas combien de fois, évoquer le projet d'intranet gouvernemental qui a été mis en œuvre, où on a dépensé près de 50 milliards de francs CFA.
ce qui devait réduire de façon considérable la facture téléphonique avec l'ADIE, l'agence pour l'informatique de l'État, mais qui n'est pas utilisée. C'est ça peut-être qui fait qu'il y a des autorités dans l'administration qui ont des mails avec Yahoo, Hotmail ou bien d'autres serveurs. Et je pense qu'effectivement, sur le plan de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, nous avons encore des pas à franchir pour essayer de moderniser notre administration. Et un certain nombre de ministères sont engagés dans ce processus-là de modernisation de l'administration par les technologies de l'information et de la communication. Et le chef de l'État a donné des instructions claires chaque fois sur cette question-là. Très bien. Ali Sow, sur l'administration sénégalaise. Bon, moi, ma conviction... Avant qu'on parle de la... Parce qu'on va suivre de manière chronologique le discours du président de la République. Il a parlé de la diplomatie, de l'emploi, de l'agriculture, du PSE. Vous savez, moi, ma conviction est dit sur la question, c'est que nous avons une administration de qualité. On a un problème de management et un problème de structure. Une bureaucratie lourde héritée de la colonisation. C'est un système francophone qui est différent du système anglo-saxon de management. Et je suis pour le respect de la hiérarchie qui génère et favorise l'ordre. Il faut aussi un désordre où on va tout, chacun parle à qui il veut, il fait ce qu'il veut et que les dossiers sortent des circuits. La voie hiérarchique doit être respectée. Mais comment respecter cette hiérarchie, maintenir cet ordre-là, sans pour autant perdre du temps, c'est-à-dire gagner en efficience. C'est là où il faut réformer la structure, revoir le style de management. Mais en définitive, aussi éviter ce que j'appelle l'intrusion mal le droit de l'acteur de l'homme politique. En fait, avant, même le système anglo-saxon a été réformé. Aux États-Unis, on avait le spoil system, où en vérité, l'administration était soumise de façon mécanique aux turpitudes, aux évolutions de la classe politique à la tête du pays. Mais ils ont réformé cela. Aujourd'hui au Sénégal, dès lors qu'un nouveau régime est là, mais chacun cherche à préserver sa carrière et le système est fait de sorte que finalement, on cherche moins à être efficace ou rentable qu'à prouver sa loyauté et à être au service, à la limite, de la volonté du prince. C'est ça aussi le problème. Nous avons aussi cette tendance à mettre dans l'administration des éléments perturbateurs. Vous allez, par exemple, là on l'a vécu dans la diplomatie en son temps. Et aujourd'hui encore, cela se renforce. C'est-à-dire qu'on avait de bons diplomates qui étaient dans les ambassades, dans les consulats. Par moment, on prend des cousins, des cousines, des parents, des militants qui ne connaissent absolument rien de la hiérarchie, de la règle administrative. On les met dans ces diplomaties. Certains, moi, en tant que président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, j'ai eu en son temps à faire des rapports sur le fonctionnement de ces ambassades. Heureusement, le ministre des Affaires étrangères m'avait suivi en son temps en prenant des sanctions lourdes contre même des militants de mon parti, qui étaient là-bas en perturbateurs, qui déstabilisaient carrément les ambassadeurs, nos diplomates, parce qu'ils passaient pour l'œil ou bien l'oreille de l'autorité politique, et cela ne marche pas. Je pense qu'il faut que l'on aille dans le sens d'organiser un système de recrutement qui favorise moins le clientélisme politique, par exemple dans certains pays anglophones, mais quand il y a des postes de recrutement, mais il y a même des tests, l'administration. Pour l'administration. Au Nigeria, vous êtes auditionné au niveau de l'Assemblée nationale. Quel que soit le poste, il y a des critères bien établis, on vous auditionne, même pour entrer dans la fonction publique, il y a aussi après une formation. Vous imaginez par exemple, vous prenez 5000 jeunes ou bien des milliers de jeunes qu'on verse dans l'administration sans formation. Même le chauffeur qu'on recrute, il devait suivre une formation par rapport à la tenue d'un chauffeur d'administration. Ce n'est pas un chauffeur de taxi. Il y a un minimum qu'il faut. Quand il conduit un étranger, il ne parle pas le français, il ne parle pas anglais, il peut entrer dans des choses qui peuvent tenir l'image du pays. C'est autant de choses que nous devons réformer. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, en fait, de revenir, même s'il faut créer un département, je ne sais quoi encore, mais pour réformer carrément, mais de façon concertée. Et sur ce plan-là, puisque le président aime bien créer des commissions qui produisent d'habitude des rapports qu'il jette sous les boisseaux ou qu'il met dans les tiroirs, ce serait pas mal aussi, cette fois-ci au moins, qu'il s'engage dans la création d'une commission sur la réflexion, la réforme de l'administration, mais au moins en tenant en compte après les résultats issus de cette réflexion. Nous allons parler de la Casamance, parce que le président de la République, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il disait que la Casamance est pour lui une surpriorité. Ce n'est même pas une priorité, mais une surpriorité. On a vu, il a passé 3 jours dans la verte Casamance, et dans son discours, il a parlé de la création d'un pôle de développement au niveau de la Casamance. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que
il a les mains, il tient le bon bout pour régler la crise casamançaise.